Article 132-16-3, les délits de traite d'humains et de proxénétisme. Oh, pardon, j'étais en train de lire le code pénal. Je suis dans le bureau du bâtonnier des avocats de Versailles, maître Olivier Fontibus. Et bien justement, si on parlait de ce que c'est le bâtonnet, de ce que sont les avocats, avec maître Olivier Fontibus. Maître Olivier Fontibus, bonjour et merci de nous recevoir. On est dans votre bureau de bâtonnier, de jeune bâtonnier, puisque vous avez été élu l'année dernière, mais vous venez de prendre vos fonctions au fond. Absolument. Je suis heureux de vous recevoir donc, dans ce bureau historique. Historique, oui. C'est le bureau traditionnel du bâtonnier de Versailles, au sein du palais de justice, qui est l'ancien bureau du président du tribunal dans les années 60. D'accord. Alors, un bâtonnier, en quelques mots, voilà, il est élu par ses pairs. Et sa fonction, ça consiste en quoi? Elle est multiple. Le bâtonnier représente l'ordre. Il gère l'ordre, il administre l'ordre, il règle les conflits entre les justiciables et les avocats de son barreau, et les conflits entre les avocats eux-mêmes. Il est aussi celui qui peut poursuivre des confrères qui ne respecteraient pas la règle déontologique. Il est un peu le procureur des avocats puisqu'il a le pouvoir de les déférer devant le conseil régional de discipline. Voilà, qui est un conseil disciplinaire. Absolument. Et on arrive à mener les deux carrières en même temps, c'est-à-dire celle d'avocat, parce que vous continuez évidemment à avoir votre cabinet, et puis celle de bâtonnier, parce que je suppose que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est vrai que c'est un sacerdoce, c'est un engagement que l'on prend, mais je tiens, et c'est souvent la règle, à rester avocat et à continuer à plaider. On ne peut pas défendre les intérêts des confrères si on n'est pas soi-même, je dirais, au cœur des difficultés. Et puis, ça ne dure que 2 ans. Donc, il n'est pas question d'abandonner son cabinet pendant 2 ans. Les associés ne seraient pas très heureux, les clients non plus. Et puis, je pense que ça me manquerait. Donc, il faut effectivement faire vivre ces 2 activités qui sont difficilement compatibles, mais on essaie. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bâtonnier, vous présenter au bâtonnet, à devenir bâtonnier? Vous le disiez, je suis bâtonnier depuis le 1er janvier 2012. Mais j'avais été antérieurement membre du Conseil de l'Ordre entre 1996 et 2002, et puis je m'étais représenté en 2010. Je crois que c'est la continuité ou l'aboutissement d'un engagement. J'ai toujours estimé que l'ordre dans notre profession était incontournable. C'est l'essence même de la profession d'avocat. C'est ce qui nous permet à nous, avocats, de faire notre métier tous les jours, parce que nous savons que derrière nous, il y a un ordre qui nous protège, mais qui aussi nous surveille et qui nous contrôle. L'avocat est un professionnel libéral dans une profession réglementée. C'est une des sécurités que nous apportons à nos justiciables, à nos clients. Donc c'est vrai que la vie ordinale est importante, elle rythme la vie de l'avocat, elle lui permet d'exercer en toute tranquillité et en comment dirais-je, en contrôle. Et c'est pour ça que j'ai voulu effectivement m'investir très tôt dans la vie ordinale. Là, vous parlez des fonctions évidemment disciplinaires de l'ordre. Il y a, je dirais pas une fonction politique, mais c'est vrai que les ordres des avocats, d'une façon générale, ont beaucoup agi, notamment pour des réformes. Je pense notamment à la réforme de la garde à vue, qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans la pression des avocats. Absolument. Si vous avez raison, il y a, je dirais, le bâtonnier qui est tourné vers l'intérieur, vers son barreau. Et puis, l'organisation de la profession en France est ainsi faite que les bâtonniers ont un rôle à jouer important. Nous sommes quasiment tous les barreaux, les 160 barreaux français, à l'exception de Paris, membres de la conférence des bâtonniers. Donc, tous les bâtonniers français. Paris est à part. Paris est à part, puisque Paris représente à peu près 50% de la profession, donc un rôle et une place à part. Et puis à côté, il y a des barreaux de 10, 20, 30 personnes, 700, puisque à Versailles nous sommes 716, nous sommes à peu près le 12 ou 13e barreau français. Et l'ensemble des bâtonniers se retrouvent soit dans la conférence des bâtonniers, donc instance politique, d'influence, soit dans la conférence des 100, c'est-à-dire la conférence des 20 plus grands barreaux français, où nous représentons, nous, à 20 barreaux, à peu près l'équivalent du barreau de Paris. D'accord. À peu près 23, 24 000 avocats. Très importante. Exactement. Donc c'est vrai que nous nous réunissons à peu près une fois tous les 2 mois, et nous faisons avancer des dossiers, avançons des dossiers, autant des dossiers internes, mais externes. Ça a été la garde à vue, ça a été bien entendu ce qu'on a appelé la suppression des avoués, la dématérialisation des procédures. Enfin, tous les grands sujets de la profession sont abordés par les bâtonniers qui se réunissent régulièrement. C'est quand même une profession, par tradition, très individualiste, les avocats. Et il y a en même temps un courant qui vient probablement un peu des États-Unis, enfin, notamment des pays anglo-saxons, qui constituent des immenses cabinets. Où est-ce qu'ils en sont, les avocats français, entre cette culture traditionnelle de l'individualisme de l'avocat et puis ce besoin peut-être aussi de se regrouper?
vous avez raison, l'avocat peut être individualiste, il l'est souvent. Parce que la relation avec son client lui impose cette relation contractuelle, exactement, d'homme à homme, et puis on travaille plus ou moins nombreux dans des cabinets. Mais cet individualisme a toujours été tempéré par l'ordre, par le fait que nous sommes toujours en contact au sein de nos ordres et que le caractère collectif de la profession est aussi une dimension totalement importante. Nous savons être individualistes et nous savons aussi être solidaires. Je crois que nous sommes tous solidaires au sein d'un barreau et c'est la raison pour laquelle le fait de travailler à plusieurs est aujourd'hui une nécessité. Nous avons un barreau jeune, un barreau féminisé. Alors vous disiez 716 avocats, 62% de femmes. Mais c'est une profession qui se féminise énormément. Exactement. Mais on est un petit peu plus haut que la moyenne et l'âge moyen est de 43 ans. Ah oui, donc nous avons un barreau jeune et féminisé. Mais nous savons aussi que l'avenir est dans la structuration des cabinets et c'est la raison pour laquelle, en tout cas c'est un message que je lance à chaque fois vers les jeunes confrères qui nous rejoignent, c'est de travailler ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, à la fois pour l'avocat, mais aussi pour le client, il est important que les intelligences soient mélangées, que l'on puisse véritablement compter sur des associés, sur des collaborateurs, pour à la fois se sécuriser soi-même et sécuriser les clientèles, parce qu'on est toujours moins ignorant à plusieurs que seul. Dans cette sociologie du barreau versaillais, je ne sais pas si on le sait, mais est-ce que ce sont souvent des gens qui viennent, des familles qui appartiennent à cette profession, ou est-ce qu'il y a des nouveaux entrants, si je peux dire? Non, la profession est très ouverte. Elle a toujours été très très ouverte. Alors c'est vrai que certains barreaux avaient un peu l'image de la tradition, le barreau de Versailles en est pas exempt, mais c'est vrai qu'en 25 ans, en 30 ans, le barreau de Versailles a totalement explosé. Il y a 25 ans, 30 ans, nous étions 250, on est aujourd'hui 716. Je crois que la sociologie, à la fois de la ville de Versailles a changé, le barreau de Versailles a changé, je vous le disais, 62% de femmes, de nombreux jeunes, beaucoup de jeunes, et qui viennent de tous horizons, à la fois des horizons géographiques différents et sociaux totalement différents. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que, le barreau dans sa globalité, et le barreau de Versailles en particulier, soit constitué de fils de maître, comme on les appelait, il y a à peu près 40 ou 50 ans. Et vous êtes passé comme ça de 200 à plus de 700. Est-ce que ça veut dire que c'est aussi une vie difficile, celle d'avocat? Est-ce qu'on gagne sa vie facilement, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été? C'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'a été. C'est vrai qu'il y a eu les années heureuses, je dirais dans les années 70, 60-70, où là le barreau s'est développé et où les professions libérales, effectivement, ont eu des années fastueuses. Aujourd'hui, c'est difficile. Il est évident que, même si on espère toujours que les jeunes vont remplacer ceux qui vont partir, les baby-boomers qui sont là, pour le coup, sur le départ, on a une courbe qui s'amenuise dans les années 2010, 2016, on va avoir beaucoup de départs. Donc il est important de ne pas faire ce qu'ont fait les médecins, par exemple, avec ces clauses de numerus clausus qui ont effectivement asséché, qui ont asséché la profession médicale. Donc là, on peut le dire, la profession d'avocat n'est pas sous cette crainte, au contraire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont du mal à trouver des stages, ont du mal à sortir, je dirais, avec un stage de l'école d'avocat. Mais bon. Même si ça devient difficile maintenant de devenir avocat. Alors oui, effectivement, parce que les IEJ, c'est-à-dire les instituts d'études judiciaires, ont compris qu'on ne pouvait pas déverser dans la profession autant de jeunes qu'on l'a fait il y a quelques années, qui ne trouvaient pas effectivement de stage à l'issue de l'école. Vous-même, vous êtes spécialiste de droit social? Oui. C'est une nécessité aujourd'hui de se spécialiser, autrefois, là, notamment en province, enfin, si je peux dire que Versailles est la province, je ne sais pas. On le réclame, mais c'est vrai que voilà, les avocats étaient plutôt des avocats généralistes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialisation parce que le droit est plus compliqué, parce que... Oui, la spécialisation est une nécessité. C'est une nécessité parce que, les gens la réclament, parce que je pense qu'on est tous conscients que le droit est devenu extrêmement complexe, extrêmement divers, diversifié, et qu'on ne peut plus être généraliste. Ou alors, si l'on est généraliste, on va se cantonner à une activité extrêmement limitée, mais on devra ensuite orienter le client vers un spécialiste de la matière. Donc j'incite les jeunes confrères, et les autres également, à se spécialiser. Nous ne sommes pas assez spécialisés au barreau de Versailles. Aujourd'hui, nous avons une réforme de la spécialisation qui va être plus simple, qui va reposer sur la pratique des confrères et non pas sur un examen, je dirais, assez universitaire. Donc la pratique sera sanctionnée et j'incite et j'invite les confrères,
notamment du barreau de Versailles, à se spécialiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose, Oui. mais on est un peu plus à même de comprendre un dossier, d'en défendre un dans le cadre d'une spécialisation bien comprise. Et l'information de cette spécialisation, comment elle vient aux justiciables? Alors ça, c'est tout le problème, c'est-à-dire que ça, c'est le rôle de l'ordre. Oui. Hein, ce que je dis souvent aux confrères, c'est que on a, comment dirais-je, une règle d'or à Versailles, c'est la proximité des compétences. On a des compétences, on a 716 compétences, encore faut-il les faire connaître. Alors c'est à nous de les promouvoir par le site internet, par la publicité fonctionnelle que l'ordre peut effectivement faire auprès des justiciables. Nous avons par exemple créé il y a quelques années le centre d'information du barreau de Versailles, qui est un centre qui permet d'orientation et qui permet à tout justiciable d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste pour la modique somme de 30 €, qui est une contribution, je dirais, au fonctionnement du centre. Et c'est un premier rendez-vous d'orientation chez un avocat spécialiste. Et puis ensuite, on voit si je dirais, le feeling est passé, si véritablement on souhaite aller plus loin avec l'avocat. Mais on a et on offre, parce que c'est le rôle de l'ordre, de faciliter le contact entre le justiciable et un avocat spécialiste. Et nous allons faire la même chose avec les entreprises. On va permettre aux entreprises, aux petits entrepreneurs, aux PME, aux commerçants qui ont toujours très peur de l'avocat, du premier contact avec l'avocat, d'avoir un premier contact avec un spécialiste. De montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Pour conclure, voilà, on parlait de ce barreau de Versailles qui est partie des barreaux les plus importants de France, mais vous êtes un peu le petit poussé à côté de l'ogre parisien. Comment on se défend Est-ce qu'il faut se défendre d'abord et comment on vit, quoi? Il faut se défendre pourquoi? Il faut se défendre tout simplement pour que la place de Versailles, mais comme les autres places, je dirais, régionales, reste des places juridiques. Et que l'on n'ait pas toujours le réflexe d'aller vers Paris. Alors on se défend en étant compétent et en expliquant à nos justiciables, aux habitants des Yvelines, et plus, si affinité, qu'à Versailles, il y a des gens compétents qui peuvent leur offrir les mêmes services que des avocats parisiens. Il y a ce centralisme qui effectivement est très gênant en France, dans le monde juridique et judiciaire comme partout ailleurs, mais je pense que la proximité est importante, c'est essentiel, la proximité de la justice, la proximité des auxiliaires de justice, des avocats, et cette proximité, bien entendu, doit s'accompagner des compétences. Et c'est cela que je veux mettre en exergue durant ce bâtonnat. Alors, je vous souhaite un très beau bâtonnat. Il y a encore 2 ans de travail pour vous. Absolument. Et merci infiniment de nous avoir reçus. Merci, Maître Fontibus.